vieux poil, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux, par exemple. Hein? Ça veut dire que vous connaissez le tabac. Et que vous en avez connu de toutes les sortes. Même chez les privés, ceux qui n'opèrent pas commercialement, on a des histoires à raconter tout le temps, parce que ça s'accumule. Des fois, c'est des histoires qui n'étaient pas graves, qui étaient juste des petites anecdotes. Avec le temps, ça prend de l'ampleur. Ça devient une histoire. On épine là-dessus. Là. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas le cas de nos trois cracheux de poil ce soir. Non, c'est pas le cas parce que les autres, ils en ont vécu. Et M. Lacombe, j'ai comme une connexion avec lui d'abord parce que M. Lacombe m'a cédé un avion, un jour, un Cessna 180 qui venait d'aller chercher à Toronto avec son frère. Et c'est moi qui l'ai acheté. Et je l'ai eu pendant 18 ans. Et je l'ai vécu un jour, parce que je passais à l'hélicoptère. Et donc, j'ai une connexion particulière, alors je vais commencer avec lui. Vous le savez, c'est un des fondateurs, des instigateurs de l'Association des aviateurs et pilotes de brousse du Québec, qui s'appelait dans le temps les pilotes de brousse du Québec, et qui s'est étendu par la suite pour essayer d'englober les pauvres gars qui roulaient sur roue, comme tous vous autres, presque. Non, c'est une blague. Alors, je voudrais savoir le fondement, d'où c'est que ça part, ce besoin-là de fonder une association de pilotes dans la région de Montréal et pour tout le Québec aussi. Ça avait commencé avec... Est-ce que vous entendez bien? Le microphone? Ça avait commencé avec le prix de l'essence d'aviation. OK. Tous les pilotes de brousse ont pris notre essence, de toute façon, ça ne devrait pas d'être court. C'est au Commodore Yacht Club. Et puis, un beau jour, M. Archambault, le propriétaire, il vend la concession à Jerry Daigneault. Jerry Daigneault, nous autres, dans le temps, on parlait toujours en gallons, pas en litres. Il nous a augmenté ça, je pense que c'était 25 cents de gallon. Pour le temps, c'était... Ça n'avait pas d'allure. On était peut-être une trentaine d'avions qui étaient au Commodore, mais on commençait à chialer, à se parler. Puis on a décidé de former une association parce qu'il se trouvait une autre place pour aller prendre notre essence. Et puis, avec Jocelyn, puis Claude Trottier, puis Gérard Patry, puis toute cette gang-là. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'était à quelle année ça? C'était à 78, 79, dans ces eaux-là? Peut-être au milieu des années 70. Même avant ça? Oui, c'était au milieu des années 70 déjà. Mais vous n'étiez pas très très nombreux à cette époque-là, vous étiez 15 à peu près? Oui, mais on était au moins... au Commodore, dans le temps, il y avait à peu près 40 hydravions. Ah oui, quand même. Oui. Oui, quand même. C'était la grosse marina du coin à ce moment-là. Sur la rivière des Mille-Îles, ça n'existait pas encore? Non. Donc, c'est à partir du Commodore que l'avion se flotte dans la région de Montréal. En tout cas, c'est... Oui, elle n'existait pas encore. Oui. Mais il était beau monde, ça va? Il était beau monde, son père. Ça devait être dans les années 72, ça. C'était un peu avant, vous êtes plus vieux que moi, finalement. Parce que moi, quand j'ai commencé, ça achevait au Commodore, finalement. Ça fait que ça doit être des années 72, quelque chose de genre. Je me rappelle. Probablement. Peut-être que Jocelyn... Oui, parce qu'il faut considérer. Oui. Et Jacques, quand c'est ouvert Mascouche, ça date de quelle année, donc? 75. Vous étiez déjà installé là, vous, avec des hangars? Vous avez eu combien d'avions? Est-ce que ce monsieur-là a eu pas mal d'avions? Il y en a encore pas mal. Et des Sabrego, des rares aussi. Combien, un chiffre là, combien d'avions avez-vous possédé, piloté? Et qu'est-ce qui vous a attiré à faire une collection comme ça? Peut-être 25. C'était le goût de jamais les avions, surtout les avions militaires, les avions anciens. J'ai toujours eu un faible pour ça. Alors, il y en avait tout le temps un en reconstruction, en rénovation dans votre hangar. J'aimais la flotte aussi, la pêche, la chasse. Oui, je me souviens que vous aviez un Beaver.
Un beaver sur flotte. On en avait 3. Lequel de ces avions avez-vous préféré piloter? Sur flotte, le Beaver. Sur route, le Harvard. Bon, c'est clair, hein, vous voyez? Avec les raisons. C'est un choix bien clair. Vous avez posé que le Beaver avait ses particularités. C'est un avion qui décolle court. Vous alliez en brousse, ça devait être avec ça. Pour la brousse, le Beaver, c'est l'avion idéal. Tu ne penses pas qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Tu le charges et tu pars. Au sein de cette association-là, d'être supporté par un assureur, un peu comme ce dont vous parliez tout à l'heure pour l'essence. L'essence était très chère, alors s'unir, on peut avoir de meilleurs prix. Maintenant, M. Lacombe, bon, OK, on sait qu'il préférait le Beaver, et tout à l'heure, sur les 25. Là. Son fils est pilote, donc la famille pilote aussi. Dans ce cas-là, son frère est pilote d'hélicoptère aussi, son frère. Alors, là-dessus, on se rejoint pas mal. Il a dû vous arriver quand même pas mal d'affaires dans un grand nombre d'années. Est-ce que vous pouvez vous parler de quelques anecdotes, ou une anecdote au moins, d'avatar ou de petits problèmes que vous avez? C'était pas très grave, vous êtes toujours là. Non, heureusement, il m'est jamais arrivé de choses bien graves. Il m'est arrivé une chose une fois à la baie James, de défoncer une flotte de Beaver. On est venu de se rendre au camp, que tu connais, et puis on avait notre fameux gardien, Clifford. Oui. Il l'a réparé. Les flottes de Beaver sont tellement grandes que t'enlèves les couverts, tu peux rentrer dedans. Pas trop gros. On a réparé, il a fait une patch, puis tout était bien correct, puis on l'a. Et peut-être encore dessus. Ça a reparti tout seul. C'est vrai que se promener dans le nord comme ça, c'est assez loin. C'est au niveau de la baie du Tson qui était situé votre camp. Il faut surtout être bien équipé et avoir de la bonne équipement. Si vous avez de quoi être capable de vous réparer. Parce que tu n'appelles pas, tu sais, on envoie un avion, je suis pris au lac Mollet. Oui, parce que pour réparer une flotte, bon, il faut la sortir de l'eau, j'imagine. Ben, on n'a pas sorti de l'eau, c'était impossible, mais on avait des bouts de tôle, des vis, des métal screws. On s'est réparé. Sous l'eau, puis... On n'était pas dans 6 pieds d'eau, peut-être ça dépend d'eau, puis l'autre gars tend dedans dans la flotte. Il peut arriver énormément d'affaires. On ne part pas équipé, surtout ceux qui ont des plus petits avions que des Beaver. On ne peut pas apporter le lot d'outils. Monsieur Lacombe, vous avez été aussi à la base de la fondation, ou au moins de l'expansion de l'aéroport de Mascouche, qui va bientôt disparaître. Comment vous, qui avez déjà un hangar, qui avez en fait, vous êtes déjà installé là depuis un certain bout de temps, là, comment est-ce que vous allez pouvoir vous arranger, vous, avec ce que vous avez déjà investi là? Moi, je l'ai prévu, j'ai un plan B. Ah bon? J'ai quelque chose à la chute. Ah bon? OK. Mais les hangars, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est que la ville a un petit problème avec nous autres. Parce qu'on a une servitude, nous autres, perpétuelle. OK. Fait que je ne sais pas comment ça va s'arranger. Ils vont fermer l'aéroport quand même, mais probablement ils vont être obligés de nous dédommager. OK. Ouais. Pour les hangars qu'on a là. Vous êtes un des chanceux qui aviez prévu la chose, parce que on parle de fermer Mascouche depuis tellement d'années, puis d'année en année, on dit « Ah, ça ne fermera pas », puis ça fait ça. Là, c'est officiel. Oui, c'est officiel. Mais la ville, tout ce qu'ils voient, c'est de l'argent au bout. Terrain au coin de 2 autoroutes, le train de banlieue, ils vont y chercher quoi? 25-30 millions? C'est ça qui les intéresse. Il n'y a pas grand-chose à faire. On avait une question tantôt de M. Derrière.
Ah oui? Qui es-tu là? Oui, oui. Non, vous parliez de Beaver puis M. Lacombe. Puis ben, moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de piloter un de ces Beavers qui a bien parlé. Ah oui? Oui, c'est YNT. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce Beaver-là. Il vient de l'Australie, je pense. Oui. Puis aujourd'hui, c'est un des plus beaux Beavers. Incroyable, flambant neuf, des tableaux de bord, des sièges, tu t'assois là-dedans comme dans un auto, tu t'attaches comme dans un auto. Qui est-ce qui l'a, ce Beaver-là? C'est le César. C'est César Ouais, Lacombe. ouais, le Beaver César. Ouais, puis ça pour dire, c'est ça, le Beaver. Vous l'avez dit, c'est un avion extraordinaire, puis c'est passionnant à voler cet avion-là. C'est tellement facile à voler aussi. Et, ouais, ça pardonne, tu liches avec cet avion-là une fois, 9 fois sur 10. Quand il y a un petit peu de vent, là, ça facilite bien les choses aussi. Là. Mais vraiment, ça t'aide la vie. Ah, ben, merci de ce beau témoignage sur l'avion mythique. Maintenant, vous pilotez depuis très longtemps. Vous avez connu une évolution dramatique. En fait, finalement, on se promenait avec des cartes. Puis on naviguait avec ça pour le Grand Nord, c'était terrible, il y a des lacs partout, on ne sait plus lequel est lequel, bien souvent. Comment est-ce que vous avez vécu ça, la venue de la nouvelle technologie, les Lorrains, c'était même impensable à l'époque qu'on puisse retrouver ça dans un avion, ça a été le premier élément qui nous a permis de un petit peu lâcher la carte, là, à une certaine époque. Moi je suis au début de l'aviation. Le Laurent est arrivé dans des avions un an ou deux après que j'ai fait ma licence. 82 peut-être? Oui, c'est ça. Et comment vous avez vécu ça, Tim? Commençant par vous, comment vous avez vécu ça? Vous, vous en aviez vraiment besoin? Oui, je trouvais ça le fun. J'avais entendu parler de cet instrument-là. Moi, j'avais un partner dans mon avion, Sophia, qui va regarder et qui dit t'es-tu déjà perdu? Non, il dit, je ne m'ai pas perdu. Mais il dit, moi, moins de chance de me perdre avec ça. Tu n'as pas besoin de ça, tu t'es jamais perdu. Il avait raison. Mais non, on va dire, le Laurentier, j'ai apprécié, mais ça, à hauteur de Matagami, c'était plus fiable. Mais on parle, au-dessus 82, je pense que les premiers GPS, peut-être 86, 87, là, ça a commencé. Donc là, c'était vraiment la patente. Ah oui, parce que là, ça marchait partout. C'est ça. Et on le sait aujourd'hui. Ah ouais. Et vous, M. Lacombe, on va passer le micro. Mais ça a fait des pilotes beaucoup plus blancs avec le GPS. Oui, hein? Parce qu'avant, il se rendait à Parent, puis il trouvait que c'était une aventure. Oui. Et puis ensuite, avec le Laurent, ben, il pouvait se rendre à Chibougamau. Ouais. Et puis avec le GPS, c'est parce que c'est tellement facile. Vous contournez un orange, puis là, vous n'avez pas besoin de savoir, oui, si je suis rendu, je pèse ton piton direct, puis il te renvoie sur la bonne route. Oui, dans le sens que tu dis, je me souviens, on allait par exemple au lac Bizelle, qui est en bas d'LG4. C'était pas parce que quand on n'avait pas assez de visibilité, c'est parce qu'on savait qu'on se perdrait, surtout toute la région là, qui est là au sud, les Chicounes et tout ça. On ne partait pas parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas arriver à la destination sans boucher en chemin. C'était pas de la mauvaise météo comme telle, mais les conséquences. Avec le Laurent, dans le sens qu'avec le GPS, c'est dans les ans, dans Michigan, c'est comme ta dentelle. C'est impossible à naviguer. Aucun point de repère. J'allais voir Marcel Bourris au Matonipis. Et puis, je suais comme un bœuf en m'en allant tout le long. J'essayais quand j'arrivais au Matonipi, c'est-tu le Matonipi ou le Matonipis? Il me semble que j'ai posé ici tout à l'heure. Pourtant, non, j'ai pas fait de ça. Et à un moment donné, je recevais la petite affaire là-bas. J'étais content à la boîte. M'en ça là. Moi, j'ai fait mon cours à Cap Civil. Dans le temps, c'était 100% anglophone. Tout était anglais. La radio, les examens. Le seul avantage, c'est que le gouvernement nous donnait 100$ si on a voulu passer notre licence privée, qui coûtait à peu près 300$. 64. 57, 58 peut-être.
quand on s'est mis à vouloir parler français, au moins au Québec, dans les airs, vous avez connu cette période-là. Le problème, c'est moi, j'avais bien de la misère avec les thèmes français. OK. Oui, vous aviez appris en anglais, donc. Exactement. C'était déjà dans votre tête. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le fait qu'on commence à parler français dans les airs, ça a augmenté le nombre de gens qui avaient de l'intérêt pour l'aviation? Oui. Qui n'auraient jamais pu le faire? Parce qu'au Québec, vous allez au Lac-Saint-Jean, ou même Trois-Rivières, le Nord, c'est presque francophone à 100%. Oui. Ça lui a donné une chance de pouvoir voler puis de pouvoir lire en ville aussi. Il y a aussi, il y a aussi le fait que ils aimaient voler quand même. Ils volaient tout seuls. Ils partaient et ils suivaient pas de cours. Il y en existe encore, des pilotes comme ça. Hein, on voit une fois de temps en temps qu'ils passent, ils atterrissent quelque part, les pilotes depuis longtemps. Je peux piloter. Ils n'ont pas de licence, pas d'assurance, pas rien. En fait, ils ne sont pas tout à fait à date, là. Mais ils n'en parlent pas. Et je pense que quand on s'est mis à parler français dans les airs, ben là, il y a des gens qui se sont dit, OK, on peut peut-être suivre le cours en français, parce qu'il y avait quand même des écoles francophones. C'est juste que les livres de référence étaient anglophones. J'ai commencé des livres de référence en francophone, il n'y en avait pas Donc, beaucoup. from the ground up, ça. C'est ça. Exactement. Peut-être là-dessus. Monsieur Lacombe, de votre côté, c'est quoi le conseil que vous donnerez? Vous avez aussi beaucoup piloté dans ce monde-là. C'est pas mal le même conseil que Guy vient de donner. C'est ça, parce que s'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de vol. C'est le problème, puis il y a beaucoup de bases d'hydravion qui sont fermées maintenant. Ouais. C'est mieux de bien planifier et de faire des bons arrangements en pratique. Il y en a de moins en moins. En ce moment, je sais que Air Saguenay est encore installé à plusieurs endroits dans le Nord. C'est à peu près le seul. Et il y a vous. Avec G4, c'est rendu, c'est Hermont-Laurier, je pense qu'il est là. On peut en retrouver quand même, mais dépasser Couchouac, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus rien. Il faut y aller en hélicoptère, vous poser dans le village. Et vous, M. Lacombe, avec le temps? Avec le temps, on a perdu les gars, mais moi, je n'étais pas d'accord avec la façon qu'ils voyageaient, ces gens-là. Jocelyn semble d'accord de partir plusieurs avions. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que tu arrives te stationner, tu étais 4 avions, 5 avions, 6 avions. Tu arrives te parquer, puis il y a juste une plage de sable pour 2 avions. Les autres, où est-ce qu'ils s'en vont? Vous savez, vous connaissez le Nord, c'est plein de roches. Tu ne peux pas accoster nulle part. Moi, 2 avions maximum par voyage. Déjà, on est protégé, ça c'est sûr. Moi, c'est ça que j'ai fait aussi la plupart du temps. Exactement. Fait que tu arrives en quelque part, ben, c'est un trou, et l'autre peut t'aider. Tu as besoin d'outils, puis c'est loin, tu vas prendre ta... Malheureusement, je n'amène pas personne, mais il y avait, chaque année, un groupement, il partait 4, 5, 6 avions. Il y en a toujours un qui arrive à quelque chose dans le voyage. Qui gâchait le voyage des autres gars qui étaient là. J'en ai rencontré une fois, on est monté, nous autres, on s'en allait en haut, dans le bout de, pas vous des doutes. On est 4 avions. Fait qu'on arrête à Great Wheel pour mettre du gaz. On est 3 avions sur le flotteur straight, puis un avec les amphibies. Le gars d'amphibie, il dit, moi, je n'atterris pas dans la rivière, et je suis atterri sur la piste. OK. Puis à Great Wheel, au côté de la piste, c'était bien sablonneux. Lui, avec ses whiplash, il dit, on va me tourner. Il tourne dans le sable, les deux roues dans l'avant cassent. Fait qu'il tombe sur le nez. Fait qu'on tombe sur un gars du DOT du Québec qui était là, qui ronde l'avion. C'était pas ses affaires. Fait il appelle à Dorval, puis il fait gronder l'avion. Les autres ont dit, c'est pas grave. On va prendre l'avion. Les 2 mains étaient encore là.
on va descendre, on va l'envoyer à la rivière, on va laver les roues, on va continuer. Le gars, il dit non, pas question. Fait que le type a fallu qu'il fasse c'était un gars de North Bay en Ontario. Il a fait venir un mécanicien de North Bay pour venir signer l'avion comme quoi qu'il était airworthy, qu'on pouvait consommer. Sans les roues dans l'avant. Complètement ridicule. Ouais, c'est sûr que quand on part en gang, on part à 5 ou 6 avions, il y a une entente facile. Si tu as du trouble, je vais t'aider. Si j'ai du trouble, vous allez m'aider. Évidemment, ça peut gâcher un voyage pour les 5 Ce voyage-là, il a été gâché complètement parce que nous autres, on ne le laisse pas, on l'attend. On n'a pas reçu notre voyage. Vous ne pouvez rien faire. Et vous, M. Lacombe, est-ce que vous souvenez d'affaires où vous avez été chanceux des événements ou si c'est jamais arrivé ça? Votre bord de votre façon d'opérer l'avion? Non, j'ai toujours été comme Jocelyn, j'ai toujours été assez heureux, puis jamais pris tellement de chance. C'est comme ça qu'on vit longtemps. On dit que les bons pilotes, on le sait juste à la fin de leur vie. Lui aussi, c'était un très bon pilote. Dans la salle, je suis certain qu'il y a des gens qui ont des questions. Alors, une dans deux. C'est où, Commodore? Oui, il existe encore. Commodore, c'est sur la rivière des Prairies. Entre le pont Papineau et le pont de Pont-Vieux. Oui, quand tu décolles déjà, ça a l'air cool. La première fois. Marcel demeure juste là, au Commodore. Belle place pour vous. Ouais. Oui, là, il n'y a plus d'avion, là. Marcel. Ah, Les condos, ça a là, privé, puis il n'y a plus d'avion. OK, dans la grosse base qu'il y avait, là. Ouais, il n'y a plus d'avion. C'est juste derrière l'autre. D'autres questions? Oui. Par rapport à la magnanimité, ce qui est quand même paradoxal, c'est que quand on est sur le 19 et qu'on roule pour aller vers Montréal, à la sortie Concorde, la pancarte Cité l'avion, devant Cité l'avion marqué Delco est encore là. Ah oui. Et Delco a encore, dans le fond, son privilège historique. C'est bon, ça encore. Ça sert plus. Ils opèrent, continue d'opérer, je pense, à partir de la Cachette. Non, je pense qu'il n'y a plus d'avion. Je pense qu'il est resté à 172, je pense qu'il l'a mis en vente. Oui. Oui. Tout vendu. D'autres questions? Quand son fils, excuse, Allez, quand son fils est décédé,